Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Juste avant de démarrer les actualités spatiales, je souhaiterais remercier Phenom et Nvidia qui nous ont fourni un nouveau PC aux couleurs du programme Artemis. Visuellement, il est magnifique, Phenom a fait un travail formidable, on retrouve le logo du programme, les couleurs du SLS ainsi que le lanceur imprimé en 3D dans le boîtier. Phenom a construit 2 boîtiers identiques, il y en aura un à gagner, donc n'hésitez pas à suivre ses réseaux sociaux que je vous mets en description. Ce PC nous servira à faire des rendus 3D pour la chaîne, des jeux vidéo pour Twitch ou encore du montage. Niveau composants, on a donc besoin de lourd et on remercie Nvidia pour la Gainward GeForce RTX 4080 Phantom. Les performances sont énormes sur toutes les résolutions avec RTX, une technologie qui simule le comportement de la lumière en temps réel pour un réalisme immersif incomparable. On peut aussi utiliser le DLSS 3 qui utilise l'IA pour générer davantage d'images de la plus haute qualité et ainsi avoir un jeu très fluide. Elle est parfaite pour jouer tranquillement en 4K et pour tout vous dire, elle est 2 fois plus rapide que ma 3080. Elle emporte 16Go de RAM nouvelle génération GDDR6X et avec tout ça, elle reste fraîche même après plusieurs heures de jeu. Bref, vous ferez tout tourner à fond, que ce soit sur la dernière match de Cyberpunk, Microsoft Flight Simulator ou même Star Citizen. Si vous voulez plus d'infos sur la carte, je vous mets un lien en description et sachez qu'elle est disponible chez Top Achat. Bref, je ferai une vidéo dédiée à cette configuration sur ma chaîne secondaire, Hugo Loisir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à nous, place à l'actualité spatiale. La semaine dernière a été chargée en actualité spatiale, surtout du côté de l'astronomie. On vous a parlé dimanche de la première observation d'ondes gravitationnelles de basse fréquence grâce à une méthode de chronométrage des pulsars millisecondes. Cette annonce retentissante a presque fait passer au second plan une autre découverte, elle aussi très significative, qui a été produite par l'observatoire James Webb. Comme on vous le rappelait dans un DNDE dédié à Encelade, la chimie du carbone est considérée comme la base de la vie. Un atome de carbone peut former 4 liaisons covalentes, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement se lier avec 4 autres atomes. Une molécule de méthane est ainsi un atome de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène. Cette particularité permet au carbone de former des chaînes moléculaires longues et complexes avec de nombreux embranchements. Les acides aminés par exemple sont organisés autour d'un atome de carbone central, le carbone alpha. Les chaînes d'acides aminés peuvent former des protéines et voilà comment le carbone permet à une des briques essentielles de la vie de prendre forme. Lorsqu'on s'intéresse à la vie au-delà de la Terre, il est donc primordial de comprendre la chimie du carbone, que ce soit sur d'autres corps du système solaire ou ailleurs dans la galaxie et l'univers. L'une des questions centrales consiste à comprendre à quel point cette chimie peut devenir complexe, en l'absence d'un océan, d'une atmosphère ou même d'une planète. Peut-on trouver des molécules complexes basées sur du carbone dans des nuages moléculaires ou dans des disques protoplanétaires ? La réponse semble être oui. La semaine dernière, on a ainsi appris que James Webb a découvert du méthylium, une molécule de formule CH3+, dans le disque protoplanétaire d'une naine rouge, situé à environ 1350 années-lumière de la Terre. On est donc en face d'un système très jeune, dont les planètes ne sont pas encore formées, et qui pourtant accueille déjà une molécule organique relativement complexe. La découverte est d'autant plus intéressante que le système en question est bombardé de rayonnement ultraviolet par son étoile et celle qui l'entoure. Le rayonnement ultraviolet a tendance à casser les chaînes de carbone, ce qui le rend notamment dangereux pour la vie. Ce même rayonnement pourrait cependant aider le méthylium à se former, en apportant l'énergie nécessaire à l'assemblage de ses premières molécules. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'il s'est passé dans le système solaire. L'étude d'anciennes météorites raconte l'histoire d'un tel épisode. Les jeunes systèmes planétaires peuvent ainsi s'appuyer sur une molécule complexe, qui peut elle-même se combiner avec d'autres atomes pour former la base d'une chimie encore plus complexe. La présence d'eau liquide, d'une atmosphère et d'un champ magnétique protecteur peuvent ensuite apporter les conditions nécessaires à une complexification croissante des chaînes de carbone. Celles-ci finissent par comporter tellement d'informations qu'un phénomène tel que la vie peut en émerger. La découverte de James Webb nous montre déjà que la toute première marche de ce long cheminement ne semble pas être rare.
Les autres conditions sont peut-être plus difficiles à réunir. Le système dans lequel ce méthylium a été observé semble ainsi complètement dépourvu d'eau, ce qui n'en fait pas un bon candidat pour la recherche de la vie. Il est de toute manière très jeune et a encore quelques millions d'années devant lui avant de trouver une certaine maturité. James Webb pourra peut-être faire des découvertes similaires dans d'autres disques protoplanétaires plus semblables à celui qui a dû accompagner le Soleil. Ce flot rapide de découvertes astronomiques sera probablement amplifié par un lancement qui a eu lieu ce week-end. L'Observatoire européen Euclide, dédié à l'étude de la matière noire et de l'énergie noire, a décollé sans encombre le 1er juillet. Étudier la matière noire et l'énergie noire n'est pas simple, puisque ce sont par définition des phénomènes invisibles sur le spectre électromagnétique. Euclide va donc fonctionner de manière indirecte en regardant loin dans l'espace et le temps. Il va caractériser la manière dont les galaxies et les grandes structures de l'univers ont évolué au cours de l'histoire. Il pourra mettre en avant les phénomènes de cisaillement gravitationnel qui affectent le chemin de la lumière, du fait de grandes masses. Ces masses sont composées en majeure partie de matière noire. Il s'agit là donc d'un moyen indirect d'étudier cette dernière. L'évolution de la distribution de la matière noire et de la matière classique au cours des âges sera pour sa part une signature de l'influence de l'énergie noire. Les deux phénomènes pourront ainsi être étudiés et cela permettra peut-être de départager certains modèles. Au-delà des résultats attendus, on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'Euclide a décollé sur Falcon 9, comme à peu près toutes les charges utiles occidentales ces derniers temps. La situation risque de durer. Comme on vous le disait la semaine dernière, la Vulcan du LA et Ariane 6 souffrent de nouveaux retards. À ces derniers, il va falloir ajouter ceux de Vega C, le lanceur léger européen. La petite fusée a connu 3 échecs depuis 2019, ce qui n'est clairement pas à la hauteur des standards d'Ariane Espace. Elle n'a pas volé depuis fin 2022 et il faudra probablement encore faire preuve de patience. Le 28 juin, lors d'un tir statique du second étage Zefiro 40, Avio, le constructeur de la fusée, a rapporté une anomalie. 40 secondes après le début de l'essai, une perte de pression dans le moteur a été constatée. Ce second étage, Zefiro 40, est justement celui qui a posé problème lors du dernier vol. Il a connu une érosion prématurée de son col de tuyère, ce qui avait engendré une perte de poussée et l'échec de la mission. La mise à feu statique de la semaine dernière devait faire la preuve que le nouveau matériau choisi pour cette pièce allait corriger le tir. Elle semble avoir bien fonctionné, mais il y a de toute évidence des problèmes ailleurs. Avio espérait faire revoler Vega cette année, mais cela paraît de moins en moins probable. Comme c'est parti, il n'y aura que 2 lancements européens en 2023, JUICE et le dernier vol d'Ariane 5. L'ESA a pour sa part décidé de faire basculer une des missions qu'elle souhaitait confier à la petite fusée italienne, EarthCare, à la Falcon 9. SpaceX continue donc de se gaver d'argent public américain et dorénavant européen. Pour toutes les entreprises européennes qui essayent de concevoir des micro-lanceurs et légers, il y a peut-être là un coup à jouer. Il est évident que le continent dépend entièrement de capacités qui peuvent faire défaut. Et lorsque cela arrive, c'est toute la souveraineté européenne qui en pâtit. L'arrivée à Kourou de lanceurs allemands, espagnols et peut-être aussi français devrait aider à pallier à ces moments de faiblesse. Il est après tout bien dommage de donner l'argent de nos impôts à SpaceX alors qu'il pourrait aider des solutions européennes à se développer. Et oui, dans le spatial comme ailleurs, l'argent reste le nerf de la guerre. C'est d'ailleurs cet aspect qui commence à provoquer des doutes sur les ambitions américano-européennes de ramener des échantillons martiens d'ici une dizaine d'années. Le projet repose sur la mission du rover Perseverance, actuellement en cours. Ce dernier collecte régulièrement des échantillons sur la planète rouge. L'idée est d'aller les récupérer à l'aide de drones et d'une mini-fusée pour les ramener sur Terre. Comme c'est un projet ultra ambitieux, la NASA et l'ESA ont décidé de joindre leurs forces et leur budget. Seulement, côté américain, on commence à se rendre compte que la facture va être salée. La participation de la NASA devait s'élever à 5 milliards de dollars, ce qui est déjà une belle somme. Des évaluations récentes pointent plutôt sur la nécessité de débloquer 10 milliards pour atteindre l'objectif visé.
La temporalité de cette mission est à peu près la même que celle d'Artemis, un autre programme qui va avoir besoin de beaucoup de fonds. Certes, le budget de l'agence spatiale américaine est en hausse ces dernières années, mais pas au point de pouvoir distribuer des milliards tous azimuts. Les États-Unis pourraient par ailleurs entrer dans une période de rigueur budgétaire forcée, suite aux excès de ces dernières années. Si le budget de la NASA doit finalement être raboté, on devra probablement faire une croix sur certains grands programmes. Il ne serait alors pas étonnant que le retour d'échantillons martiens fasse partie des coupes. Bon, pour le moment on spécule, mais c'est une situation qu'il faudra regarder évoluer de près. L'ESA ferait bien de ne pas engager trop de fonds avant d'avoir la certitude que le partenaire américain ira au bout des choses. Allez, finissons avec une note un peu plus positive avec Virgin Galactic qui, après de multiples déboires, vient de mener enfin sa première mission commerciale. Jeudi, 3 membres de l'armée de l'air italienne se sont envolés à bord d'un vaisseau Spaceship Two pour un voyage à la frontière de l'espace. C'était la première fois que des clients payaient Virgin pour un tel service. Un trajet très cher et plutôt dangereux qui a vite attiré des comparaisons avec le submersible Titan, récemment perdu en mer lors d'une exploration du Titanic. Virgin se défend évidemment de ce rapprochement, on vous laissera en juger. L'entreprise espère en tout cas pouvoir mener des missions similaires assez rapidement. La prochaine devrait avoir lieu en août. Il faudra ensuite accélérer la cadence si Virgin espère pouvoir rattraper financièrement les presque 20 ans de recherche et développement qui ont été investis dans l'architecture. Blue Origin devrait également revenir à la charge au cours de l'été. Le tourisme suborbital va donc tenter une nouvelle fois de se faire une place dans la scène spatiale. À voir si cette fois-ci ce sera la bonne. Nous voici arrivés au bout de ce DNDE. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 16 juillet à 17 h. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. Nous, on se retrouve jeudi pour une matinale en live et un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.